Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire, plus précisément de la religion à la préhistoire. Je m'excuse par avance de la faible qualité de la vidéo, mais j'ai pas pu faire mieux. Ou alors je sais pas comment faire. Bon voilà. Donc je vais vous parler d'un article qui fait écho aux travaux d'un autre préhistorien qui visiblement lui n'est pas cité. Donc ça a été publié sur Le Monde le 13 novembre 2022 à 9h et modifié le 18 à 10h26. C'est-à-dire qu'il y avait des erreurs dedans. Voilà. Donc, l'art des cavernes enfin décrypté. Les paramètres convergent vers un mythe originel, celui de l'émergence primordiale. Qu'est-ce qui a conduit les hommes préhistoriques à se risquer au fond des grottes pour en peindre les parois? Alors ça fait écho bien sûr à ma vidéo sur la préhistoire, toute première vidéo de ma chaîne. Le mythologue et préhistorien Jean-Louis Lequelec tente depuis des dizaines d'années d'élucider cette question. Visiblement, il n'est pas le seul. Alors, dessins représentant des bisons, des chevaux et autres animaux faisant partie de l'art pariétal ou art préhistorique, oui, ornant les murs de la grotte de Nio dans le sud-ouest de la France, 8 novembre. Ah d'accord, donc il a fait, en plus de l'Afrique, il a fait les grottes de France aussi. D'accord. Alors là, on voit bien le bison, enfin bon, c'est des dessins préhistoriques. Par contre, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la préhistoire, ce n'est pas uniquement les Homo sapiens qui ont fait les dessins dans les grottes. En France, non, puisqu'en France, il y avait aussi Néandertal. Voilà. Donc, c'est les deux. Dans cet article, ils vont parler uniquement d'Homo sapiens, mais il y a aussi Néandertal. Et même plus encore, je vous parlerai après, mais bon, ça on verra ça après. Donc l'interprétation de l'art des cavernes est une obsession depuis le 19e siècle. Oui, c'est là en fait qui est apparue la fameuse étude justement parlant de la préhistoire. Ça date de là. Et d'ailleurs, le premier à faire ça, c'était un curé. Et oui. Bon, alors. Donc, l'art des cavernes est une obsession. Elle est aussi celle de l'anthropologue, mythologue et préhistorien Jean-Louis Lequelec, qui, contrairement aux chercheurs des siècles passés, dispose de technologies numériques pour étudier les mythes de l'humanité. Les premiers mythes de l'humanité. Oui, alors là, on voit bien, c'est une réadaptation, en fait, de dire on regarde les mythes avec un nouvel œil, avec les technologies modernes. Donc, auteur d'une quarantaine d'ouvrages, dont un dictionnaire critique de mythologie, Avons-nous le déluge, l'humanité et les mythes. Ce directeur de recherche émérite au CNRS est en particulier spécialiste de l'art rupestre du Sahara. L'autre, alors lui il est du Sahara, et celui dont je vais vous parler après, lui il est d'Australie. Spécialiste de l'art d'Australie et du Quercy. Donc c'est un point de départ mythologique que ce membre de l'Institut des mondes africains interprète de l'art pariétal. Ah, c'est depuis ce point de vue voilà, qu'il est parti. Donc son livre La caverne originelle, art, mythe et première humanité, 35 € le bouquin, se présente comme une sorte de récapitulant, comme une somme récapitulant toute la lecture écrite sur le sujet. Il tente de la dépasser avec une nouvelle thèse. Quelle énigme avez-vous cherché à élucider dans cet ouvrage massif qui marque l'aboutissement de vos recherches sur la mythologie et l'art pariétal? Alors là, on va passer sur un autre article. Voilà. Alors, l'interrogation sur la nature de la mythologie qui aurait pu motiver l'art des cavernes
se trottait dans la tête depuis la publication du... Ah oui, me trotter dans la tête, d'accord, ok, c'est lui qui parle. Depuis la publication du dictionnaire critique de mythologie. Cet art constitue une branche fascinante de l'art préhistorique, lequel comprend aussi l'art rupestre en plein air, donc de rupus, qui veut dire rocher, et l'art mobilier, réalisé sur des supports que l'on peut déplacer comme des statuettes. Notamment la statuette la plus représentative, la Vénus. Voilà, je vous mettrai une image. Alors, l'art pariétal, pratiqué sur les parois des grottes, répond d'abord à des enjeux beaucoup plus énigmatiques, puisque sa pratique implique des périls et des difficultés immenses. Il faut s'enfoncer profondément dans les cavernes, en se courbant, en rampant, au risque de glisser dans des gouffres, puis dessiner en étant très peu éclairé. Une question me taraudait. Pourquoi donc aller s'embêter à dessiner dans une grotte quand on peut facilement le faire à l'extérieur ? En 2017, dans mon livre Le dictionnaire critique de mythologie, j'avais déjà suggéré que la très vaste répartition du mythe de l'émergence primordiale, qui fait sortir les premiers animaux d'une caverne, ne peut guère s'expliquer que par son extrême ancienneté remontant à la préhistoire. Ce mythe pourrait alors fournir une explication plausible à certaines au moins des grottes ornées du Paléolithique. Cela fait partie des nombreuses remarques qui émaillent ce dictionnaire et donc dont avec mon co-auteur Bernard Sargent, c'est toujours pas l'autre préhistorien, nous nous disions régulièrement en les rédigeant qu'elle méritait d'en faire un livre à part. Pour celle-ci, c'est donc maintenant chose faite puisque la caverne originelle reprend cette idée en détail en s'appuyant sur une démonstration. Alors, qu'est-ce que ces artistes du Paléolithique ont représenté ? Au total, on recense environ 20 000 images dans les grottes. L'art pariétal se compose en deux catégories. La moitié de ces dessins dont une signification nous échappe, comme des traits, des points, et conventionnellement qualifiés de signes. Une autre moitié se compose d'images identifiables à nos yeux, sans pour autant qu'on puisse en deviner le sens. Parmi ces dernières, l'immense majorité représente des animaux, qui sont le plus souvent des bovinets et des chevaux. Notamment, je vous mettrai aussi le panneau des grottes du Pechmerle, célèbre pour ses chevaux. Voilà. Donc pour le reste, il existe aussi des dessins touchant des représentations humaines, comme des mains et des vulves. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des vulves, je vous renvoie à chercher sur internet. D'abord, finissez ma vidéo et après vous irez. Merci. Donc dans les pans entiers du réel sont en revanche absents, en particulier les végétaux et les paysages. Oui, c'est vrai que quand on regarde beaucoup, il n'y a pas de fleurs, mais il y a beaucoup d'humains et d'animaux. Je précise que contrairement à beaucoup, je ne crois pas que ces images aient une fonction narrative destinée à raconter des mythes. Sur ces milliers de dessins connus, seulement une poignée semble représenter une scène. C'est trop rare, généralement discutable, et pour la plupart du temps, les figures flottent au milieu de nulle part, se superposent, s'entrecroisent. Rien ne semble illustrer un des récits. Ce qui est en contradiction avec ce que dit l'autre préhistorien. Mais bon. Au moins, ils se rejoignent sur quelque chose. Or, ces Homo sapiens du Paléolithique avaient les mêmes capacités cognitives que nous, et le talent déployé dans l'art pariétal témoigne des capacités de création impressionnantes qu'ils avaient, dont les moyens de figurer ces éléments absents s'ils l'avaient voulu. Voilà. Alors, il n'y a pas que les Homo sapiens, mais bon. Pour mener votre enquête, avez-vous adopté une démarche scientifique nouvelle basée sur l'informatique ? En quoi cette approche permet-elle des avancées inédites ? L'interprétation de l'art pariétal occupe des bibliothèques entières. L'essentiel de mon ouvrage dépouille cette littérature pour l'examiner de façon critique. Si tout n'est pas à jeter dans ces analyses, elles se rejoignent sur un élément. Elles expliquent l'art pariétal par autre chose que lui-même.
que ce soit le chamanisme, l'art pour l'art, une religion préhistorique, etc. Voilà, c'est notamment la théorie de l'autre, notre préhistorien, mais je vous en parlerai bien entendu après. Mais encore faut-il prouver que ces explications ne sont pas anachroniques, que le chamanisme, la quête d'hystérisme ou même ce que l'on pourrait appeler une religion préhistorique existait bel et bien à cette époque. Je me suis donc mis en tête de trouver une réponse qui éviterait tout anachronisme. En partant d'une base à présent admise par les spécialistes, il est acquis que l'art pariétal a quelque chose à voir avec la mythologie. En effet, s'il ne se raconte pas littéralement des mythes, il semble bien avoir une motivation mythologique. Et on ne peut... Voilà, je vais y arriver. Et on ne peut donc nous en dire quelque chose. Sur la base de ce postulat, il fallait trouver au moins un mythe qui avait rapport avec l'art pariétal et qui soit assez important, voire vital, pour justifier les risques et les efforts que réclament les dessins d'une grotte. Mais les mythes ne se fossilisent pas. Eh oui. Ma démarche a donc consisté à trouver une autre machine à remonter le temps que l'archéologie. Il s'agit de la mythologie comparée. Oula. Je m'étonne que son article soit sorti. La mythologie comparée, ça consiste à prendre plusieurs mythes et de les comparer entre eux pour dire qu'il y avait un mythe originel. Ce qui est très débattu dans la communauté scientifique, mais bon. Donc il s'agit d'une mythologie comparée et plus précisément de deux techniques qui sont l'aérologie, l'étude des aires géographiques, de la répartition des mythes et la philéométrie. Donc cela consiste en quoi? Donc cette dernière approche applique aux mythes les méthodes de la génétique, discipline qui se sert de logiciels pour recréer l'arbre d'évolution du vivant à partir de données génétiques. Oui, donc à partir de l'ADN mitochondrial, l'ADN de la femme. C'est comme ça qu'on est arrivé à peu près à l'Ève primordiale. Il faut donc pouvoir coder des données et pour cela les mythes sont découpés en mythèmes, c'est-à-dire des unités de récit minimales comme des atomes. J'ai constitué ma propre base de données qui comprend plusieurs milliers de mythes ainsi découpés et codés, ce qui permet de comparer leur répartition à une plus grande échelle. Ouais. Ces technologies changent totalement la qualité des réponses qu'on peut apporter à des questions aussi énormes que l'origine des mythes. C'est un bouleversement qui permet de passer du stade de la conviction à celui de la démonstration. Je comprends sa démarche, mais je m'étonne toujours. Enfin bon. Votre livre débouche sur une thèse majeure. L'art pariétal serait motivé par un mythe des origines universelles. Universel, je déteste ce mot. Universel, ça veut dire dans tout l'univers. Pour l'instant, c'est très... Ils auraient pu dire des origines terrestres. Enfin bon. Et que vous pouvez identifier comme étant celui de l'émergence primordiale. Comment avez-vous établi cette conviction? Partant du consensus que l'art des cavernes a un rapport avec la mythologie, j'ai examiné les candidats répondant aux critères suivants. Évoquer une grotte ou une cavité profonde, parler d'animaux et un peu d'humains monstrueux ou animalisés, puisqu'ils sont souvent représentés ainsi. Ces paramètres convergent vers un mythe, celui de l'émergence primordiale, évoqué aux quatre coins du monde dans de nombreux récits parvenus jusqu'à nous. J'aime bien quatre coins du monde. Les quatre coins du monde, déjà ça vient de la Bible. De l'évangile de... Pas de l'évangile de l'Apocalypse de Saint Jean. Si je dis pas de bêtises.
que les anges étaient aux quatre coins de la terre. Donc encore une fois, là lui il sait que la terre est ronde, donc excusez-moi pour ce petit laïus. Répartition mondiale du mythe de l'émergence primordiale comparé à celui du mythe du corps souillé. Alors il explique après dans l'article, mais l'émergence, c'est-à-dire les hommes qui sont émergés en fait de la terre, c'est le mythe en fait de l'humanité qui sort de la terre, qui étaient des animaux et après ils sont devenus de la terre. Et le corps souillé, en fait, c'est un méchant pas beau qui a modifié l'humanité. Voilà, en fait, l'humanité vient d'un méchant pas beau. Il explique un peu mieux en bas, mais bon, voilà, on comprend un peu mieux la carte. Alors par contre, c'est un peu anachronique ce machin, parce que il dit que l'émergence est le mythe le plus ancien. Or, on en retrouve beaucoup en Amérique, dans le bas de l'Afrique aussi, et surtout sur les continents éloignés. Alors qu'en Europe, c'est le corps souillé. Parce qu'à mon avis, l'émergence doit venir d'Homo sapiens et le corps souillé de Néandertal. Ce n'est que mon avis. Voilà, donc simplifié à l'extrême, le mythe originel donc de l'émergence soutient qu'il a existé un temps mystique où les humains et animaux vivaient sous terre et qu'un jour une partie d'entre eux est sortie à l'air libre, s'est dispersée pour peupler la planète, tandis que le reste est demeuré dans le sous-sol pour des raisons qui diffèrent selon les récits. La grotte est bien présente, elle constitue un passage entre le monde souterrain et l'extérieur. Oui, c'est ce qu'on retrouve en fait beaucoup au Mexique. La grotte est bien présente, elle constitue un passage entre le monde souterrain et l'extérieur et met en rapport les animaux et des humains. Les représentations humaines des grottes, peu réalistes comparées aux animaux, est souvent bizarre. Beaucoup ont des têtes animales. Oui, enfin, non. Je sais pas quelle grotte il est allé voir lui, parce que si on revient au début, non, c'est pas là, c'est ici. Alors, mince, on peut pas voir, mais je mettrai je mettrai des images des humains pour qu'on voit un peu. Ça me paraît bizarre son machin, parce que jusqu'à présent, alors l'autre préhistorien dont je vous parlais, il a étudié notamment beaucoup les grottes du Quercy et notamment celle du Pêche-Merle. Et celle du Pêche-Merle, justement, il y en a qu'un, c'est ce qu'on appelle l'homme-oiseau. Et d'après lui, en fait, c'est pas un homme-oiseau, c'est un homme blessé. Voilà. Donc, je m'étonne quand même que ce soit sorti. Beaucoup ont des têtes animales, s'accordant très bien avec ce mythe, car en de nombreuses variantes, ils évoquent des êtres initialement animalisés ou incomplets, qui n'ont acquis que des caractères humains une fois passés à l'air libre. La sortie de la Terre s'accompagne souvent à une métamorphose. D'accord, en fait, ça sert un peu à son truc, ok. Une autre série de convergences se retrouve dans les rituels répertoriés autour de ce mythe, révélé dans les cultures où il est encore présent. Il est encore présent. Ou imprégné alors dans ce cas-là. Je sais pas. Ce mot, là, prégnant, il me gêne un peu. Mais bon. Il a été ainsi observé chez de nombreux Amérindiens et toujours d'actualité de nos jours, en certains lieux, par exemple au Guatemala. Souvent, ces variantes sont accompagnées des rituels effectués à l'intérieur des grottes de l'émergence et passent parfois de dessins d'animaux sur les parois, à la différence de notre culture occidentale qui considère que la création du monde a eu lieu une fois pour toutes. De nombreux peuples conçoivent la création du monde comme perpétuelle. Faut relire la Bible. Alors pourquoi je parle de la Bible ? Parce que notre culture occidentale, donc c'est basé sur la culture judéo-chrétienne. Encore une fois, on y revient. Et justement, la Bible dit que non, la création continue. Elle ne s'est pas arrêtée. Son arrêt marquerait donc la fin du monde. Oui. C'est notamment le cas pour certains peuples chasseurs. La réfaction du gibier est ainsi attribuée à une création qui s'étiole. Il faut donc réactiver la création d'animaux, notamment en dessinant. C'est justement la fonction de ces rituels.
L'émergence primordiale, qui par son statut de mythe d'origine est forcément le plus important des récits, est donc un mythe assez puissant pour expliquer la motivation d'artistes paléolithiques à prendre le risque d'aller dessiner dans les cavernes, l'enjeu étant tout simplement que la vie continue. Comment ce mythe s'est-il propagé? Ma base de données en comptabilise 749 répartis dans le monde entier. Ce mythe des origines, de loin le plus souvent attesté dans le monde, est l'un des rares à être universel. Encore une fois, le mot universel me dérange. Et à sa grande importance qu'il a généralement résisté au temps, bien qu'il y a des endroits que l'on n'a pas recueillis, notamment des territoires recouverts d'une nappe chrétienne ou islamique. Il lance quand même un bon critique. Alors, une nappe chrétienne ou islamique, pas une nappe juive, non? Ou alors une nappe bouddhiste? Non, non plus. Alors pour lui, il y a que deux. Bon, enfin bon. On pourrait opposer tout cela. Que tout cela procède d'une coïncidence, mais je n'y crois pas. Et c'est peut-être le cas pour les images basiques qui tombent sous le sens, mais pas pour les récits complexes de cette nature. Je croyais qu'il n'y avait pas de récits complexes. Un tel mythe nécessite parfois des heures ou même une journée pour être raconté, et fourmille de détails parfois très bizarres que l'on retrouve chez les groupes humains qui n'ont jamais été en contact. On parle du déluge ? La seule hypothèse acceptable, c'est que ces cultures ont hérité de ce récit à une époque antérieure. Les analyses informatiques permettent de montrer le point de départ de ce mythe qui se situe au Paléolithique en Afrique, certainement en Afrique australe. Il aurait été colporté sur les continents au gré des migrations humaines après la sortie d'Afrique il y a 100 000 ans. Alors, oui, sauf qu'il y a un petit problème, c'est qu'il y a 100 000 ans, on retrouve qu'il y avait déjà des humains, des Homo sapiens en Amérique. Alors, quelle était la place des autres récits cosmologiques importants, celui du plongeon créateur et celui du corps souillé? Voilà, donc le corps souillé, on y revient. Alors, le nombre de mythes de création est très limité. Après celui de l'émergence primordiale, un deuxième a été imaginé, celui du plongeon du créateur, qui raconte qu'à l'origine, l'eau recouvrait tout et que seuls les vivants, des poissons et des oiseaux aquatiques, existaient. Mais comme la divinité s'ennuyait, donc ça revient souvent, elle décide de créer l'humanité et comme pour ça, elle demande à l'un des oiseaux d'aller chercher du limon au fond de l'océan pour concevoir des terres émergées qui ont permis aux humains d'exister. Ouais, alors ça, le plongeon créateur, l'eau qui recouvre tout, ça c'est le mythe du Nout, je crois que c'est comme ça, l'océan primordial égyptien. Bon, le mythe égyptien c'est un peu plus complexe, puisqu'il y a Ré qui s'est éveillé tout seul, et après il a décidé de s'exciter, et c'est comme ça que les autres dieux sont nés. Alors, à la différence de celui de l'émergence primordiale, donc, oui, d'accord, ce mythe recueilli en Eurasie et en Amérique du Nord n'est pas universel. Il n'apparaît jamais en Afrique ni en Australie, peuplé il y a 65 000 ans, puis pratiquement isolé jusqu'à la colonisation moderne. Cette répartition indique qu'il est postérieur à celui de l'émergence primordiale, mais antérieur à celui d'un corps souillé. Ce dernier qui attribue la création des humains à une boulette d'argile souillée par un être mauvais. S'observe en Eurasie, mais pas en Amérique, qui plaise pour une diffusion à un moment où le passage entre les continents était devenu très difficile ou impossible. Entre le mythe de l'émergence primordiale et celui du plongeon créateur, s'intercalait un autre grand mythe, celui du type polyphème, qui est un développement du premier articulé autour d'un moment crucial où l'humain fait sortir par la ruse des animaux retenus dans une caverne protégée par un gardien surnaturel. Ce dernier récit est présent dans l'Eurasie et en Amérique du Nord, et dans toutes les évolutions qui témoignent de l'existence d'une stratigraphie de mythes qui se recouvre à la façon de couches géologiques. Pourquoi récusez-vous la notion de religion préhistorique tout en jugeant très probable que la mythologie inspirant l'art pariétal relève de l'animisme?
Un raccourci voudrait que toute mythologie induise une religion. Ben oui, en fait, c'est le cas. Et les deux mots sont parfois pris comme synonymes, ce qui est le cas. Or, un mythe n'est qu'un récit particulier dont la vocation est de donner un sens à l'état du monde en le représentant comme une conséquence d'un événement unique. Même lorsque ce mythe parle de la création du monde ou de l'humanité, cela ne suffit pas à faire une religion. Ça dépend si elle est pratiquée de partout, si le mythe est pratiqué de partout, oui, c'est une religion. J'y reviendrai après. Laquelle indique, en plusieurs rituels collectifs, des lieux dédiés à leur accomplissement et des spécialistes prenant en charge les rapports avec le numineux. Autant que le concept de religion en général est une création initialement chrétienne dont le sens a été plaqué sur les autres cultures au moment de la colonisation. Bonjour, petite intervention du mois du futur. J'avais envie de la faire celle-là. Non, plus sérieusement, parce que je sais pas ce qu'il a contre la religion catholique, mais voilà, la religion chrétienne en général. Mais de toute façon, il a eu un prix pour l'archéologie. Je comprends pas pourquoi, alors qu'il raconte que des conneries. Premièrement, le mot religion, ça vient des œuvres de Cicéron, qui cite notamment l'étymologie de relegere, voilà, et qu'il a peut-être tiré d'une œuvre disparue de Varron. Petite info, Cicéron, c'est un homme d'État romain, brillant orateur, qui est né le 3 janvier 106 avant Jésus-Christ et qui est assassiné le 7 décembre 43 toujours avant Jésus-Christ, donc il n'était pas chrétien. Donc quand on dit que le mot religion ça vient des chrétiens, c'est faux. Ouais, il a un grand ressentiment envers la religion chrétienne. Ça se ressent bien dans ses propos. Le sacré constitue également une notion très récente. En son sens actuel, français, ce terme n'est employé comme nom qu'à partir de la fin du XIXe siècle. Et est donc risqué de généraliser toute notion occidentale et récente à tout le reste de l'humanité. C'est marrant comme il se contredit dans un seul truc. Le concept de religion en général est une création initialement chrétienne. Et le sacré apparaît au XIXe siècle. Alors comme il dit, pour ma part je suis en accord avec les auteurs qui avancent de façon paléolithique de considérer le vivant étant probablement de type animiste, c'est-à-dire nourri par une conception selon laquelle tous les êtres procèdent à une continuité intérieure par-delà leur aspect extérieur différent. Waouh! Cette piste, qui reste de l'ordre de l'hypothèse, car il est difficile de faire une démonstration dans ce domaine, est confrontée par une série d'indices dont les traitements spéciaux, réservés aux ossements de grand gibier, particulièrement au crâne, signant une attention spéciale pour cette partie du corps où siège l'intentionnalité. Ouais, en gros, ce qu'il dit, c'est-à-dire nourri par une conception selon laquelle les êtres procèdent à une continuité intérieure. Pour faire simple, il dit que les hommes à cette époque avaient conscience qu'ils existaient. Petite citation de Socrate, je pense donc je suis. Oui, je crois que c'est Socrate qui a dit ça. Donc voilà. Donc, c'est-à-dire que puisqu'ils pensaient, ils étaient humains. Donc, comme on le voit avec le crâne, ils savaient que le crâne était la partie. Alors là, il faudrait qu'ils aient découvert le cerveau, parce qu'ils pensaient que l'esprit, en fait, la conscience d'une personne habitait dans un crâne. Ce qui est en contradiction avec l'autre préhistorien. Je me demande encore une fois s'il n'a pas fait pression pour que son article y sorte. Alors, demeure-t-il des traces dans notre culture européenne de ces mythes centrés sur les grottes ? Il existe de par le globe de nombreuses traces de cette vision du monde marquée par la caverne. Cependant, en Europe, voilà. Le christianisme a généralement recouvert les mythes anciens, les intégrant ou les effaçant, mais il demeure toujours quelques vestiges, par exemple aux Pays-Bas. En effet, certaines légendes racontent là-bas que les grottes sont peuplées par des êtres fantastiques et extrêmement dangereux, il faut donc fuir.
Alors, comme l'art pariétal, ces animaux sont essentiellement bovidés et des chevaux ne sont pourtant que des espèces carnivicoles, ouais, qui mangent les cultures. D'accord. On ne peut donc penser, sans être en mesure de le prouver, qu'une trace de ces mythes paléolithiques aurait ainsi subsisté. Ok. Alors déjà, il se trompe sur de nombreux points, puisque l'art pariétal représente essentiellement des chevaux, des bovins, effectivement, des mammouths, des carnivores, tels que le tigre à dents de sabre, et les ours. Les ours très présents dans les cavernes. Donc, je voulais vous en parler, donc de l'autre préhistorien qui lui est très centré en fait. Il est parti en Australie, voilà, pour étudier les dessins des cavernes. Parce que oui, il y a des cavernes en Australie et les Australiens, du moins ceux qui, les aborigènes d'Australie, voilà, je vais y arriver, continue à faire des dessins sur les grottes. Et pour lui, donc, qui s'appelle Michel Lord-Blanchet, vous allez voir, donc c'est le premier préhistorien de France, hein, donc le mec il pèse quand même. Donc il a sorti pas mal de bouquins lui aussi. Alors les premiers animaux d'une caverne, oui, pour lui il se centre sur l'humain. Pour lui, donc avec le truc de la vulve, il a trouvé notamment des grottes ornées avec des passages très étroits en forme de fente qui ont été peints à la façon d'une vulve. Donc pour lui, la première religion qui en ressort, c'est une religion de la terre-mère, c'est-à-dire que les hommes étaient, comme il le dit, comme il est dit dans l'article, les hommes sont nés de la terre et pour retourner dans la terre, c'est très simple, il faut passer par les grottes. Voilà. Donc pour eux, ils sont nés de la mer, donc de la terre-mère. Et c'est une religion monothéiste. Voilà. Et pourquoi il a comme l'autre il le dit dans son article, comme il s'appelle déjà, Jean-Loïc Lequelec, il a un fort ressentiment vers la religion chrétienne. Pour lui, elle a tout détruit. Alors qu'une fois envers la religion islamique, mais sinon c'est que la religion chrétienne. Donc non, n'en déplaise à ce monsieur, Michel Lord-Blanchet a démontré en fait que les grottes ornées en fait sont des rappels constants que les hommes venaient de la terre. Alors de la terre, c'est-à-dire de dessous de la terre. Ils sont pas venus. Non, parce que alors déjà ça contredit la thèse extraterrestre déjà. Oui, parce que j'aime bien détruire des mythes. Donc ils sont venus de l'intérieur de la terre. Voilà. Et c'est pour ça notamment qu'ils enterraient les morts. Je vous laisse aller voir les dolmens. La culture mégalithique. D'abord, on enterrait les morts de façon individuelle et après collectif. Non, je crois que c'est l'inverse. C'est l'inverse, je ne sais plus. C'est d'abord collectif et après individuel. Voilà. Donc ils enterraient les morts dans la terre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont nés de la terre et ils retournent à la terre. Et ensuite, les crânes des animaux, c'était pas parce que c'était le siège de l'esprit, mais les ossements, ils les mettaient notamment dans les cavernes pour remercier et dessiner en fait pour remercier la terre du don qui leur a été fait, c'est-à-dire le don de la nourriture, voilà. Mais c'est vrai qu'on trouve très peu de plantes, si ce n'est aucune. Voilà. Donc Michel Lord-Blanchet, premier préhistorien de France, déclare que effectivement il existait bel et bien une religion à la préhistoire, une religion monothéiste, à savoir la terre-mère. Donc le chamanisme, oui, c'est pour entrer en contact avec la terre, en fait, et avec les esprits qui sont
les esprits des ancêtres, en fait, qui sont une sorte d'intermédiaire entre la terre-mère et eux. Voilà. Donc il y avait bel et bien une religion. Voilà. Donc je ne sais pas quelle recherche il a fait, parce qu'il parle uniquement d'Homo sapiens. Alors ça aussi c'est marrant, il a étudié dans le Sahara uniquement l'art rupestre, donc sur les murs, à l'extérieur, et il fait un article sur les peintures à l'extérieur. Là où Michel Larblanchet a étudié les deux. Voilà. Et il est spécialisé justement dans les peintures intérieures. D'ailleurs, il a déjà reproduit les différentes peintures. Écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de cet article en description. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Écrivez dans la description, dans les commentaires ce que vous voulez. Si vous avez aimé cet article, voilà. Si vous en voulez plus, comme ça. Et voilà. C'était Caillefray et je vous dis à une prochaine fois.